Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro des Papilles du Web. Je suis Christophe Franchini, chef de projet digital chez Cleverage. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevons Frédéric Bon, président de Cleverage. Au sommaire de ce 4e épisode, un sujet d'actualité qu'on va aborder dans un premier temps. Un deuxième sujet avec Eric Georges, consultant chez Cleverage, qui nous parlera des PIM. Et puis notre troisième sujet, les tops et les flops. L'actualité aujourd'hui portera sur une démarche de groupe de presse qui, au travers de 10 grands groupes et de 80 médias, a décidé de lancer ce qu'on appelle un ID unique, c'est-à-dire une connexion unique et partagée sur l'ensemble des plateformes. Alors c'est quoi ? Alors, les 80 médias regroupés au sein du GEST, qui est une association qui regroupe les principaux acteurs de la presse en France, a décidé de permettre aux utilisateurs d'avoir un login unique qui leur permettra d'accéder à l'ensemble des dispositifs digitaux mis en œuvre par ces médias, que ce soit Le Figaro, que ce soit Le Point, que ce soit les acteurs du groupe Altis, etc. 20 minutes, on trouve d'ailleurs un certain nombre de nos clients dans cette initiative. Une des vertus, c'est d'éviter de s'appuyer sur les dispositifs existants aujourd'hui tels que Facebook Connect, Google ID, ou LinkedIn ID, qui représentent chacun Facebook Connect à peu près 60% du marché, les deux autres à peu près 15% chacun. Et c'est donc arrêter de s'appuyer sur ces tiers d'authentification externe pour s'appuyer sur un tiers regroupant ces acteurs. Alors cette démarche est récente, c'est quelque chose de neuf ? Alors l'idée d'un identifiant unique, elle existe depuis des années. On a eu de multiples initiatives visant à éviter à l'utilisateur de se reconnecter ou créer un login password sur l'ensemble des sites qu'il utilisait. Alors certaines initiatives ont totalement capoté, comme la Liberty Alliance. Vous pouvez d'ailleurs regarder le site web aujourd'hui de la Liberty Alliance, qui donne une idée un peu de l'obsolescence, je dirais, de ce consortium. On a eu d'autres initiatives, notamment une fortement promue par Orange autour d'OpenID. OpenID, voilà, tout à fait, qui permettait à chaque utilisateur de mobile ou de téléphone fixe d'avoir un identifiant qui lui permettait de se connecter sur l'ensemble des sites ayant utilisé Orange comme tiers d'identité. L'administration française aussi a développé. Alors, plus récemment, France Connect a été lancé. Donc, l'administration française a lancé une authentification basée notamment sur l'identifiant fiscal qui permet de se connecter à un certain nombre de services. Alors aujourd'hui, l'initiative est quand même relativement peu utilisée. Il y a 5-6 services, les impôts, l'identité numérique de la Poste, quelques Amélie, quelques acteurs qui permettent de calculer ses points retraite. Donc pour les papilles du web, c'est notamment très important. Pertinent, mais cette initiative a du mal à sortir du cadre de l'administration française. Et en Europe, alors, est-ce qu'il y a des... Alors en Europe, on a en effet des initiatives un peu similaires à celles promues par le GEST, une initiative allemande qui date d'il y a à peu près 2-3 ans, qui s'appelle Veremi, où là on a un consortium autour d'acteurs de la presse, notamment Axel Springer mais aussi des acteurs du business traditionnel, la Deutsche Bank, un certain nombre d'acteurs. Le projet a un peu du mal à avancer, donc on voit pas d'avancée aujourd'hui particulièrement concrète. Au Portugal, il y a eu une initiative à peu près un an, similaire, là aussi de regroupement de médias portugais pour proposer cet identifiant unique. Donc on est un peu en ordre dispersé sur l'ensemble de l'Europe. Alors, clairement, aujourd'hui,
autant on comprend l'intérêt d'éviter de s'appuyer sur des acteurs mastodontes, Facebook, Google et LinkedIn, autant on voit qu'on avance sans initiative européenne. C'est peut-être un petit peu dommage. Il est certain qu'en termes d'usage, les retours d'expérience de ce type d'initiative n'ont jamais marché nulle part. On peut pas dire que France Connect soit un gros succès. On peut pas dire que l'ensemble des initiatives autour d'OpenID d'Orange perdurent véritablement. Donc il faudra trouver des cas d'usage qui marchent bien pour nos médias français. Peut-être espérer que grâce à leurs audiences, cet ID se généralise sur d'autres sites et créer un appel d'air en termes d'attrait pour cette plateforme. Et l'usage des Facebook Connect aujourd'hui, c'est un usage qui est massif puisqu'on est à plus de 50%. Mais c'est un usage qui a quelle tendance? Alors, on constate quand même que quand on regarde les statistiques, sur les 100 000 plus gros sites référencés par Alexa, on commence à avoir une inflexion. On commence à avoir une utilisation plus limitée de Facebook Connect, et notamment parce que les offreurs de services ne proposent plus cette manière de s'enregistrer. Donc c'est un enjeu fonctionnel très fort. Alors c'est un enjeu fonctionnel très fort, c'est un enjeu business très fort, il va falloir trouver les usages, et c'est aussi le révélateur que le processus d'authentification qu'on imaginait de prime abord comme très simple, on se dit je veux créer une authentification sur un site web, c'est guère plus que demander un login password ou remplir un formulaire, on se rend compte que c'est des processus qui sont plus complexes, qui nécessitent des projets plus denses, en tout cas technologiquement. Et en tout cas, c'est peut-être aujourd'hui la principale vertu de cette initiative du geste, qui va être de mutualiser les moyens technologiques pour nos acteurs de presse français, pour créer cette authentification une bonne fois pour toutes, plutôt que la recréer pour chacun des acteurs. Donc c'est une belle initiative qui est en cours, et a priori c'est SAP qui va m'autoriser. Alors, c'est en effet le choix technologique s'est porté sur une brique SAP, donc qui remporte aujourd'hui, je dirais, un beau marché, avec sa brique de SIAM, donc dont on a parlé à nombreuses reprises ici, Customer Identity Access Management, donc qui est issue du rachat de Giga. Donc c'est cette brique qui sera utilisée, la même que celle qui est utilisée sur les médias portugais. Donc je pense que c'est une initiative qu'on salue, à laquelle on souhaite bonne chance et qu'il faudra suivre. Très bien. Merci Frédéric. Merci. Lors du premier épisode des Papilles du Web, nous avions décrit les architectures omnicanales. Aujourd'hui, Eric Georges, consultant chez CleverEdge, va nous faire un focus sur la partie référentielle de données, en l'occurrence le PIM. Bonjour. Comme vous l'a annoncé Christophe, je vais vous parler aujourd'hui des référentiels omnicanaux en faisant un focus sur la partie gestion de l'information produit avec des outils qu'on appelle outils PIM pour Product Information Management. Alors, ces outils ont vocation à gérer l'information produit et globalement à la centraliser et à permettre une meilleure gestion de cette information, une uniformisation et surtout à rationaliser l'effort d'enrichissement. Si on fait un focus sur un système d'information dépourvu d'outils PIM, on va finalement constater que cette information produit est très silotée, que globalement cette information est globalement très souvent redondante, gérée dans des outils disparates, voire même des fichiers Excel, et surtout qu'à chaque fois qu'on a un nouveau contributeur, un nouveau responsable, on aura une information produit qui va avoir un ton, voire un contenu différent. Et si on va, par exemple, sur la partie dédiée aux assets digitaux, qui peuvent être une facette d'un produit PIM, on aura finalement des gestions qui vont être vraiment très différenciées par rapport aux acteurs qui en sont responsables, et notamment sur la partie juridique, gestion des droits. Alors, un outil PIM, globalement, sa vocation, ça va être d'uniformiser toute cette partie gestion de l'information produit, avec quand même un point commun dans les deux situations avec et sans PIM, c'est de consolider une partie de l'information qui vient d'éléments internes au système d'information, dont notamment l'ERP. Donc, quand on va mettre en place un PIM, l'idée
de cet outil, ça va être de consolider l'information produit et surtout de permettre une diffusion multicanal sans qu'on ait besoin de rester dans une logique de silo. Ça veut dire que dans un PIM, on va agréger l'ensemble des données produits, on va les valider d'un point de vue qualité de données, d'un point de vue complétude de données et surtout d'un point de vue validation avec des logiques de workflow qui vont nous permettre dans un référentiel unique d'avoir une source de vérité unique. Et ensuite, d'être capable de diffuser cette information dans une logique multicanal tout en tenant compte de la réalité du besoin d'un canal donné et donc de gérer certaines différences entre les différents canaux. Dans un PIM, on va trouver 3 grandes fonctionnalités, 3 grands rôles essentiels. Le premier rôle, ça va être de collecter cette information. Donc, comme précédemment dit, on va acquérir de l'information qui vient d'éléments existants dans les systèmes d'information, qui peuvent être également des éléments externes, et on peut avoir dans ces logiques-là du lien vers des logiques fournisseurs. Cette information va être collectée, agrégée, et ensuite va être validée avec des logiques de gestion de qualité de données. Ce socle d'information n'est pas suffisant. En général, la dimension marketing n'est pas là, on va rester sur une dimension purement description physique ou description logistique. La deuxième facette d'un PIM va être de permettre l'enrichissement, de donner la dimension marketing en permettant, par exemple, d'ajouter une dimension avec des liens vers des assets digitaux, mais va aussi nous permettre de gérer la qualité, le travail collaboratif avec différents contributeurs gérés au travers de workflows. Et on aura aussi la capacité à être certain qu'un produit est totalement enrichi avec un effort finalement piloté via des logiques de complétude. Une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, on a un référentiel qui globalement contient une donnée prête à être distribuée. La troisième facette va être de donner cette donnée vers différents consommateurs, différents canaux. Donc cette distribution va finalement reposer sur des mécanismes qui vont permettre d'exporter seulement une donnée qui est véritablement finalisée et validée. Et à ce niveau de la distribution, on pourra tenir compte des subtilités ou des demandes techniques liées à l'outil qui sera le consommateur de la donnée. Quand on va faire un projet PIM, finalement, il y a plusieurs éléments de succès et finalement, il y en a 2 qui sont vraiment les 2 axes principaux de la réussite d'un projet PIM. Le premier, c'est vraiment d'avoir une modélisation de données qui soit au plus proche de la réalité physique des produits et aussi de la façon dont on veut valoriser les produits d'un point de vue marketing. Et donc cette modélisation, ça sera vraiment quelque chose de très important et très important car reposant sur le socle du produit, sur les capacités intrinsèques de la solution PIM qui aura été sélectionnée. Deuxième facette, c'est la capacité à intégrer les données et à distribuer les données en provenance ou à destination du PIM. Donc sur ce deuxième aspect, finalement, les différentes solutions PIM sont assez hétérogènes. Mais on est quand même dans une zone assez confortable dans le sens où on pourra finalement pallier aux faiblesses de l'outil via du développement spécifique, puisque la plupart des outils vont nous permettre d'avoir un développement assez externalisé du cœur produit et donc facilement maintenable. Sur la partie modélisation de données, là on est sur quelque chose de beaucoup plus critique. Il faut absolument que la solution PIM ait l'ensemble des besoins fonctionnels nécessités par la modélisation des produits, car on aura une réelle difficulté à gérer les manques via du développement spécifique. Soit ce ne sera pas possible, soit la maintenabilité d'un tel développement sera critique et voire impossible à long terme. Au niveau de cette modélisation produit, il y a finalement un ensemble de besoins qui ont été assez classiquement gérés depuis quelques années par les outils PIM. On peut en voir 4 principaux. Le premier, c'est la gestion des variantes ou déclinaisons de produits, donc qui est vraiment la capacité à consolider une partie de la donnée et ensuite de ne gérer que la déclinaison d'un produit. Donc l'exemple le plus classiquement donné, c'est dans le domaine de l'habillement où on aura un t-shirt qui est globalement un produit de regroupement et ensuite différentes déclinaisons par couleur et taille. Ensuite, on aura la capacité à ranger les produits, c'est-à-dire que on pourra faire une différence entre la description physique d'un produit, quels sont les attributs
caractéristique et la capacité à le ranger. Donc c'est un peu l'illustration de ce qu'on peut avoir dans le monde réel avec un rayonnage en magasin. Un même produit physique peut être disposé à différents endroits. On devra aussi avoir une modélisation assez optimisée, une modélisation qui va nous permettre de refléter les différences entre différents produits. Donc, par exemple, si on va dans le cas de l'alimentaire, on ne va pas décrire et modéliser de la même façon un produit alcoolisé d'un produit sucré type un soda. On va devoir ajuster les différents attributs en fonction de la réalité du produit et l'outil PIM va nous permettre de gérer ce point-là. Et quatrième point, c'est le point de considérer un PIM comme étant un outil dédié à la gestion de données qui, globalement, on va qualifier de données froides et ainsi d'être capable de gérer de l'historisation et d'être capable vraiment de suivre l'évolution des données. Donc, quand on va qualifier de données froides, ce sont vraiment des données dont le cycle de vie ou la fréquence de mise à jour va être globalement lent. En général, on essaye de ne pas descendre en dessous de l'échelle de la journée. Alors, en plus de ces quatre concepts assez historiques, on a finalement deux concepts assez tendances qui sont soit déjà présents dans certaines solutions PIM, soit qui sont en cours d'apparition et en cours de développement et font l'objet de conférences et d'annonces dans des roadmaps. Ce sont la capacité à faire du multiréférentiel et en conséquence de ce premier concept, la capacité à faire des produits de composition. Alors, l'approche de multiréférentiel, c'est de dire que globalement, quand on a besoin de décrire une partie de l'information produit, il y a des éléments qui mériteraient d'être mieux enrichis. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'un élément dans le domaine des spiritueux, d'avoir une marque. Un élément de marque, de base, on peut dire c'est une liste de valeurs. Mais finalement, ce n'est pas suffisant. Donc, on va essayer, via un référentiel secondaire, d'y ajouter beaucoup plus d'éléments marketing, une accroche, et surtout d'y accrocher des éléments d'assets digitaux, un logo, mais ça peut être aussi des photos d'ambiance et de la vidéo. Donc, cette logique de référentiel secondaire ou de logique de multi-objet, ça va être de pouvoir capitaliser des éléments d'information en dehors du simple produit, en évitant la redondance de contribution et en ayant une vraie logique de capitalisation. Dans ce premier concept, on est vraiment sur une logique de référentiel secondaire. Donc référentiel secondaire, donc je vous ai parlé des marques, on peut aussi aller vers des référentiels de couleurs où on a des correspondances entre des couleurs très marketées et des vraies couleurs au sens informatique du terme. On peut aller vers des référentiels de fournisseurs, des référentiels de matières premières ou si on va dans le domaine de la cosmétique, avoir des référentiels qui vont par exemple nous illustrer des logiques d'action, de bénéfices, de conditions d'application ou même d'ingrédients phares qui vont par exemple nous dire qu'une crème capitalise sur un végétal donné. Et ces données-là vont être capitalisées et ensuite le produit ne va fonctionner que dans une logique de lien et on va donc éviter la redondance de contribution. Deuxième concept, qui finalement hérite du premier, c'est la logique de produit de composition. C'est de dire que globalement, quand je vais concevoir mon produit, finalement ce produit vendable, qui est la finalité du PIM, ne va finalement pas avoir que très très peu de contenu et finalement le contenu va être créé en faisant des liens vers de multiples référentiels secondaires. Et finalement, la valorisation de mon produit va résulter de l'ensemble de ses composantes. On pourra quand même rajouter quelques éléments spécifiques à l'objet vendable, type une accroche ou une valorisation, une mise en avant, photo. Mais globalement, tout le contenu produit sera lié à la logique de composante. Alors, cette logique de produit de composition existait déjà un petit peu avec les logiques de look, avec les logiques de kit ou les logiques de rituel si on retourne dans le domaine de la cosmétique. Mais on faisait de l'association entre différents produits. Alors que là, on est vraiment sur une logique de composition où on a un produit vendable qui va capitaliser sur différents autres objets qui sont des objets à part entière avec un vrai contenu mutualisable et capitalisé. Alors l'exemple qui marche bien et qui globalement trouve tout son intérêt, c'est dans le domaine du tourisme
Par exemple, si on va sur un produit de type séjour, on va finalement concevoir un séjour en disant que ce séjour a très peu d'informations intrinsèques pour lui, mais finalement va capitaliser sur une destination, valorisation d'un lieu touristique, sur un hôtel, cet hôtel pouvant être réutilisé dans plein d'autres séjours, et des activités, activités sportives, activités d'excursion, et ainsi de suite. Et dernier point, c'est cette logique de composition va nous permettre aussi de rajouter de la donnée sur la liaison entre l'objet secondaire et le produit de composition. Par exemple, quand on va relier des activités sportives, on sera capable de dire que dans mon séjour, j'ai une activité ski, que j'aurai sur la semaine entière 5 sessions de ski et qu'en plus, elles seront dédiées à un niveau confirmé. Voilà pour ces deux nouveaux ou tout au moins concepts tendances qui vont globalement être présents dans la totalité des solutions PIM prochainement à différents niveaux de fonctionnalité, mais en tout cas, ce sont deux grandes tendances qu'on voit apparaître sur les outils PIM et qui nous permettent d'élargir encore un peu plus l'utilisation du PIM en allant au-delà du simple domaine de la distribution et du retail. Merci beaucoup. Alors, quel est le top cette semaine, Frédéric ? Alors, le top de la semaine, c'est que les e-commerçants français ont engagé la résistance face à Amazon, et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a connu des années de progression d'Amazon en part de marché, et depuis la fin du 4e trimestre cette année, on voit aujourd'hui une part de marché qui se stabilise, et même qui s'infléchit à la baisse sur les événements de Noël, où on voit que l'habitude qui était de commander sur Noël de manière massive chez Amazon a été beaucoup plus faible cette année. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour toutes les raisons que vous imaginez qui nous sont chères au Papy du Web. C'est une encore meilleure nouvelle si on regarde un certain nombre de segments de marché, en particulier tout ce qui est alimentaire, où il faut se rendre compte qu'aujourd'hui Leclerc représente le poids de 7 Amazon sur ce segment de marché grâce à ses drives. Donc on voit que la prédominance d'Amazon qui est connue aux États-Unis où Amazon représente 50% du e-commerce n'est pas une fatalité et que nos e-commerçants y arrivent de manière satisfaisante. Donc le marché français, encore une fois, un marché un peu atypique. Le marché français est un marché atypique et sur lequel on doit pouvoir engager et accélérer la résistance, et on va vous proposer 3 mesures pour y arriver. La première, c'est une mesure de responsabilité lorsque vous commandez sur la marketplace Amazon. Vous savez que sur Amazon, il y a des produits qui sont vendus en propre et des produits qui sont vendus sous forme de marketplace. La marketplace aujourd'hui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, un petit peu moins, 50% du chiffre d'affaires d'Amazon, alors que Amazon au global sur le e-commerce français représente 19% de part de marché. 50 aux US, 19 en France. Okay. Alors, ce qui est intéressant sur les produits de la marketplace, c'est que la plupart de ces produits de marketplace sont vendus au même prix, aux mêmes conditions, sur Cdiscount, sur la Fnac, sur Ubaldi, sur l'ensemble des acteurs qui sont des acteurs de la marketplace et qui sont des acteurs européens ou français. Et des produits qu'on peut aussi également retrouver chez le e-commerçant lui-même, si il dispose ou qu'on peut retrouver tout à fait en direct chez le e-commerçant. Donc la première mesure qu'on vous propose, c'est à service équivalent sur la marketplace. Commandons sur des sites qui ne sont pas Amazon. Commandons sur des sites qui payent leurs impôts en France. Commandons sur des sites qui emploient des collaborateurs en Europe. Et là, c'est juste une question de discipline. On a une marge de progression de près de 50% sur la part de marché d'Amazon. Donc ça, c'est la première mesure concrète qu'on vous propose. Donc c'est une mesure de responsabilité. De responsabilité qui ne passera que par les consommateurs. Évidemment, aucun État pourra imposer une démarche de ce type. La deuxième mesure, elle est de se concentrer sur la logistique. On voit qu'aujourd'hui Amazon est plus fort que tout le monde, essentiellement sur la logistique. Le sujet du front est bien traité par ses autres, par ses compétiteurs, et en particulier sur le Prime. Donc le Prime qui consiste à s'abonner
en début d'année et d'avoir des frais de livraison qui soient diminués. Aujourd'hui, l'offre elle est encore trop timide sur les e-commerçants européens. Cdiscount propose un équivalent, d'autres y vont, pardon. Et on pourrait, un peu à l'image de notre actualité du jour, de mutualiser un identifiant unique dans la presse. Pourquoi ne pas mutualiser au niveau des e-commerçants français européens une sorte de prime, de service de livraison, de services d'abonnement à de la livraison qui pourrait offrir une offre compétitive face à Amazon. D'autant plus que les gens qui ont vente privée au showroom privé proposent aussi également une offre équivalente à Prime en termes de livraison. Donc il y a moyen de mutualiser l'ensemble de cette offre-là. Tout à fait. Sur le territoire français en tout cas. On pourrait avoir des initiatives de ce type. Et puis la troisième mesure qu'on propose, c'est pour des acteurs, en particulier les entreprises, d'amplifier le mouvement en incitant les achats d'entreprises de ne pas les réaliser encore à service équivalent sur Amazon, un peu à l'image que chez CleverEdge, on a choisi de ne pas rembourser les notes de frais passées sur Uber, mais rembourser les notes de frais passées sur l'industrie traditionnelle du taxi. Petite parenthèse, Uber, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au Q4, 1 milliard de pertes. Donc on voit aujourd'hui la concurrence déloyale qu'imposent ces acteurs mastodontes à l'économie traditionnelle. Donc voilà ces 3 mesures aujourd'hui qui permettraient d'amplifier et de renforcer cette bonne nouvelle que la résistance est en place. Et concernant le flop de ce mois-ci, Frédéric ? Alors le flop de ce mois-ci, c'est la profusion aujourd'hui des événements autour du digital. On est noyé, on peut y passer une autre semaine à participer à des événements de ce type. Et face à cette profusion, les organisateurs de salons, pour se différencier, sont partis dans une surenchère de l'offre. On va offrir des week-ends au ski, on va offrir des tours d'hélico à Monaco, et tout ça financé finalement par les éditeurs logiciels, les annonceurs de ce type d'événement, qui en contrepartie demandent une visibilité de plus en plus forte, de participer à des conférences, d'avoir des keynotes, des tables rondes, et au final ces événements se transforment en véritables publi-reportages et laissent une part de plus en plus faible au contenu, à l'analyse indépendante du marché, de l'évolution du marché, et c'est ça qu'on trouve dommage aujourd'hui dans notre industrie. Merci pour ce flop très intéressant, Frédéric. On se retrouve le mois prochain pour le numéro 5 des Papilles du Web. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne de façon à ne pas rater les prochains épisodes et éventuellement de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Merci et à bientôt. Merci. Merci Frédéric.